J'entends rien. J'entends rien du tout là. Rien. Est-ce que la personne qui est arrivée la première sur le lien pourrait passer la main parce qu'on n'arrive pas à récupérer le statut de d'hôte pour pouvoir enregistrer la conférence de presse? Et il y a quelqu'un qui doit l'être et on n'arrive pas à savoir qui c'est. Normalement, c'est marqué host, mais c'est là, c'est pas Ça se voit pas, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il a ouvert le truc? C'est Vincent? Ah, peut-être qu'il l'a ouvert, qu'il s'est déconnecté. Mais normalement, il y a forcément quelqu'un qui est. Attends, on le code de la réunion. Je connais rien. C'est pour ça que Alors, le call d'eau, je l'ai refusé. Putain, c'est pas rien, ministre du Logement. C'est la tête, oui. Non, je sais pas. Pas déconnecté, je crois qu'on est d'accord. Ouais, on peut déconnecter. Bon, bah tant pis. Est-ce que quelqu'un peut essayer d'enregistrer depuis son ordinateur si jamais ça marche? C'est lui, hein, la proposition de loi anti-squat. On ne sait pas qui est l'animateur de la réunion, c'est très étrange. D'habitude, c'est toujours ça. elle avait dit qu'il était arrivé en premier, mais qu'il ne savait pas comment passer là. Qui? Adrien, est-ce que tu peux Regardez le regarder? message. Regardez le message, il avait mis un message. Mais il a essayé, mais il peut pas enregistrer non plus, donc c'est bizarre. Oui, je peux pas enregistrer, il me demande l'autorisation à l'animateur. Et on ne sait pas qui est là, il n'y a pas d'animateur. C'est pas Vincent qui a ouvert le. Ben, je ne sais pas, parce que du coup, il n'est plus là. Et du coup, enfin, c'est lui qui a créé le lien, c'est sûr. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a personne qui apparaît comme animateur. Non, il y a toujours quelqu'un qui reste animateur de la réunion. Et comment on peut faire pour enregistrer? Sinon, il faut enregistrer le son. Je ne sais pas. Écoutez, ça dépasse mes compétences techniques. Là, l'utilisation, c'est enregistré avec le téléphone. Hein. Comment? Sinon, on fait avec le téléphone. Ouais. Pas top. Tu peux faire toi, Christian? Bien sûr. Et si on t'enregistre avec le téléphone? Je peux, mais j'ai un problème de mémoire. Ok. On enregistre par bout. Pardon, ouais. Bonjour, juste une suggestion. Si chacun là qui est branché va sur plus, les trois petits points à droite, il y a la fonction enregistrer et ça permet de savoir si on doit se demander à l'autre ou pas. Et peut-être qu'il y a un d'entre nous qui aura la main. Sinon, je suis en train d'enregistrer avec mon ordinateur. Ah bah Lulu, du coup, tu peux enregistrer toi. C'est ça? T'as la main? Non? Ouais, il est en haut à gauche, mais il a pas mis le son. On t'entend pas. Voilà. Alors, vous m'entendez maintenant? Ah voilà, oui. Donc, quand vous allez dans Participants, il y a une liste, il y a un bouton tout en bas, c'est pour devenir hôte. Donc, celui qui a le mot de passe peut devenir hôte. Donc, je pense que c'est Julie qui a le mot de passe pour le faire. On a Non. essayé. Non, on l'a pas, justement. D'accord. Ensuite, je suis en train de enregistrer avec mon ordinateur, ça veut dire avec mon propre matériel. Donc, normalement, ce que je suis en train de dire, par exemple, ne passera pas dans cet enregistrement, mais de toute façon, je n'ai pas prévu de parler aujourd'hui. Après, je peux Ok. vous envoyer les fichiers vidéo, je sais pas comment, mais On verra ça après, ouais. Tu vas les transfert? Sinon, tu les enverras. ouais, je peux mettre dans les clous de solidaire informatique, on trouvera, il n'y a pas de souci, hein. C'est parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Donc, j'ai pas besoin d'enregistrer, en fait. C'est mieux d'avoir quand même. Si tu peux, c'est mieux, parce que voilà.
ce sera de meilleure qualité. Ok. Alors, démarrons. Bonjour, donc Sybelle David de l'Union syndicale solidaire. Donc, on est là pour le cadre unitaire qui appelle à la mobilisation dans toute la France 14 janvier pour le retrait de la loi Asile-Immigration. Donc, cet appel a été fait par plus de 450 collectifs à l'initiative des collectifs de sans-papiers, associations, syndicats et regroupe à ce jour une trentaine de mobilisations dans tout le pays. Voilà, donc on va se relayer entre les différents appelants, des représentants des différents appelants à ces manifestations pour l'égalité des droits. Et donc on va commencer Réunion par... visio, là. Mais voilà. Par contre, Bon, t'es à Lyon? et micro... Ah, d'accord. Jean-François, est-ce que tu peux couper ton Ok. micro, s'il te plaît? Je te rappellerai, oui, mais vers peut-être après 13 heures. Hein. Parce que là, Jean-François, s'il te plaît. Jean-François, coupe ton micro. Voilà. Désolé. Et on Coupez tous vos micros, s'il vous plaît. Parce que je ne peux pas le faire à distance. Voilà, et donc du coup, on va commencer par Mariam de la coordination des sans-papiers 75. Bonjour à tous. On vous remercie d'être aujourd'hui là, conférence de presse, Bien fort, le micro est là-haut. pour l'appel du 14 janvier 2024. On demande à tous les organisateurs et organisatrices d'être massivement dans la rue parce que aujourd'hui, il y a urgence aux côtés des sans-papiers. Que ce soit les hommes, mais nous, les femmes, on est plus concernés. Parce que nos voix ne sont jamais dehors. Il faudra qu'on parle sur ça aussi. Ce n'est pas seulement que les sans-papiers, mais aussi toutes les femmes travailleuses et que nous travaillons dur et on ne reçoit rien. Surtout, je pense à mes sœurs, mes enfants, mes neveux, mes nièces qui vont avoir les papiers et qu'ils vont commencer à travailler, ils n'auront pas de retraite. Parce qu'avec la loi, ça devient de plus en plus dur. On ne sait pas comment. Nous demandons à tous, à toutes, d'être dans la rue le 14 janvier à 15 h à la place de la République. Merci. Merci Mariam. Aboubacar Dembélé du collectif des travailleurs sans papier Vitry. Merci Sybelle. Bonjour à toutes et tous. Alors, comme il a si bien dit Mariama, la conférence de presse pour appeler au 14 janvier, mon intervention sur la loi ira plutôt sur les types de séjours métiers en tension et tous les volets répressifs qui va avec. Bien évidemment, avant le vote, on a combattu cette loi, ça a été voté et là, ça va passer en Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas. En gros, c'est la loi même qui ne convient pas. Ils veulent nous octroyer un titre de séjour en métier en tension dont la durée et la validité va dépendre du patronat et du gouvernement. C'est créer une autre classe ouvrière dont on va les appeler des esclaves modernes. C'est-à-dire, la personne est liée qu'à un métier en patron. Une fois qu'il est licencié, il perd son titre de séjour, il perd son droit. Et sans parler de volet répressif des OQTF, c'est aujourd'hui la France est la championne de l'Europe en matière de délivrance des obligations de quitter les territoires. Donc, avec cette loi, sa durée va être allongée d'une année à 3 ans, plus les interdictions plus d'interdictions de retourner sur les territoires. Et sa durée aussi va être allongée jusqu'à 3 ans. Donc, c'est une loi qui nous criminalise toutes et tous.
C'est une loi qui vise à mettre les familles immigrées, les femmes avec leurs enfants, les mettre à la rue. Donc, nous serons dans la rue le 14 janvier prochain pour demander les retraits purs et simples de cette loi parce que ça a été voté par l'extrême droite et ça reprend toutes les idées de l'extrême droite, en commençant par la préférence nationale. Donc, c'est une honte, c'est une loi qui va bafouer les droits de toutes et tous. Donc, on n'en veut pas, on demande les retraits. Merci à vous. Merci à Boubacar. Alors, avant de continuer dans la salle, on va proposer à Boulogne-sur-Mer, donc le collectif qui organise une mobilisation, d'intervenir en visio. C'est Eve, hein, c'est ça? Oui, c'est Eve, donc je représente Extinction Rébellion Boulogne-sur-Mer. Donc nous, on appelle un rassemblement dimanche à 11h au Quai Gambetta, en lien avec donc Solidaire, Attaque du Boulonnais, LFI et EELV. Et en fait, vous savez tous que Boulogne-sur-Mer, c'est sur la côte d'Opale, et donc il y a de plus en plus de familles, d'enfants qui arrivent sur la côte d'Opale, notamment Boulogne. Avant, il y en avait très peu, donc c'est plus sur toute la côte d'Opale. Donc, arrivent des centaines de personnes qui sont déterminées à passer en Angleterre et qui sont horriblement maltraitées sur nos côtes. On peut dire déjà aussi qu'il y a des villes qui installent des des caméras, notamment en Ambleteuse, pour surveiller tous les endroits où peuvent s'installer les migrants, donc qui essayent de s'installer, de passer en Angleterre. Donc c'est inadmissible. On les héberge pas, donc c'est toujours des batailles pour les héberger. On a une association qui s'appelle Osmos sur Boulogne, qui est là depuis 1 an et demi et qui essaye de soutenir un peu, de donner à manger, à boire et des vêtements à toutes ces familles, ces enfants de plus en plus petits. Voilà, et moi je voudrais aussi dire qu'on demande la régularisation des travailleurs sans papier, comme l'a très bien dit Boubacar. Ce sont des esclaves modernes de la France qui les utilisent pour préparer les Jeux Olympiques de Paris. Et donc il y a déjà des accidents, des morts. Et donc moi j'ai envie de dire, après le Qatar, la France, bravo. Merci. Merci à vous. Merci Eve. On va maintenant passer la parole à la personne qui intervient pour Saint-Étienne. C'est Jean-François, c'est ça? Oui, bonjour. Rapidement, à Saint-Étienne, on est donc associé à la journée de mobilisation du 14 de dimanche avec une manifestation qui, comme à Paris et dans d'autres villes, partira à 15h dans le centre-ville de Saint-Étienne. 50 organisations et associations locales sont associées à l'appel à cette manifestation. Des associations engagées dans l'accueil des familles et des jeunes exilés, des organisations syndicales, des partis politiques sont impliqués dans cette manifestation. On voudrait simplement souligner que cette loi, elle arrive comme un séisme, un traumatisme dans notre pays par la remise en cause des droits qu'elle comporte. Et la Loire est un département traditionnellement humaniste, un département d'accueil. Aujourd'hui, c'est 700 personnes qui sont hébergées par la solidarité citoyenne parce que l'État n'assume pas ses responsabilités. Et 5 des 6 députés du département ont voté pour cette loi. Et à travers cette manifestation, nous allons aussi les interpeller pour dire qu'il faut qu'ils nous représentent et qu'ils n'aillent pas sur ce terrain-là. Merci. Merci Jean-François. On va revenir dans la salle, on fera 2 autres interventions de villes pour alterner. Donc, Denis Godard de la Marche des Solidarités. Bonjour tout le monde. Là, je pense qu'il y a un moment, on vit un moment particulier, qui est un moment à la fois d'énormes dangers et puis un moment où il y a des possibilités aussi qui sont ouvertes. La loi Darmanin, quelle que soit la façon dont on l'appelle, ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle est sur le tapis, qu'ils essayent de la faire passer avec énormément de difficultés.
qui reflète la crise qu'ils ont au sommet pour faire le truc. Jusqu'au 19 décembre, cette crise-là, elle s'est tout le temps dénouée sur la droite, sur faire que la loi et le projet de loi ils soient de plus en plus racistes, ils soient de plus en plus influencés par les courants les plus racistes de la droite et par les courants d'extrême droite et les courants fascistes. Ça a donné le vote du 19 décembre. Ce qui signifie que un des trucs qui était absent dans cette crise-là, et cette crise-là, y compris le 19 décembre, a renforcé encore cette crise au sommet. Ça veut dire que le retrait de la loi, en soi, il est possible à une condition, c'est que maintenant, la pression ne doit pas venir de la droite, elle ne doit pas venir des courants les plus racistes et les plus fascistes, elle doit venir de la mobilisation contre le racisme et contre le fascisme. Et c'est ça l'opportunité qu'il y a en ce moment et qui est ouverte par la journée, par ce qui s'est passé déjà après le 19 décembre et par la journée du 14 janvier et l'importance que prend le 14 janvier. Et pas simplement, ça doit être clair que là on en est, c'est imposer le retrait total de la loi Darmanin. Avant, après, ce que peut raboter le Conseil constitutionnel, c'est toute la logique de cette loi contre la combat, et donc elle doit être retirée totalement. Mais ceci dit, y compris obtenir ça grâce à une mobilisation très large et à un mouvement, c'est en réalité changer aussi la donne de tout le sale climat qu'il y a dans le pays depuis au moins des mois, voire des années, de plus en plus raciste, de plus en plus sécuritaire, et qui ouvre la voie, et je pense que c'est une des raisons de la riposte qu'il y a depuis le 19 décembre, qui ouvre la voie de plus en plus clairement aux courants les plus racistes et au fascisme. C'est ça la signification du 14. Ça signifie que le 14 est une étape, c'est pas la fin. L'objectif de cet appel, l'objectif des collectifs de sans-papiers, c'est d'obtenir le retrait total de cette loi et d'ouvrir à travers la mobilisation une nouvelle période. Et quand je dis qu'il y a des possibilités, je vais juste donner quelques exemples. Là, il y a un reflet de quelques villes, mais il y a plus de 450 organisations qui signent cet appel. Des organisations nationales, mais peut-être encore plus significativement, beaucoup de collectifs locaux, d'associations, d'organisations locales, etc. C'est ça qui donne le fait qu'il va se passer des choses à Boulogne, il va se passer des choses dans l'Arbois, il va se passer des choses le 14 à Besançon, à la frontière des Pyrénées, avec l'État espagnol, etc. Et puis dans des grandes villes, Rennes, Marseille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Grenoble, Rouen vont manifester le 14 janvier et ouvrir une possibilité. Et je donne juste, et je vais finir sur ça, c'est pas la fin le 14. Et y compris la façon dont se construit le 14, c'est un mouvement de lutte qui va continuer, qui va s'ancrer et qui va multiplier les types d'initiatives. Juste pour donner une indication sur la région, sur les différents endroits. Hier soir, Mariama était à une assemblée qui était organisée par le collectif Urgence Palestine pour la convergence entre ces questions-là, etc., qui appelle aussi à manifester dimanche. Hier soir, il y avait une assemblée étudiante à Marseille contre la loi Darmanin et pour mobiliser pour dimanche. Hier soir, il y avait une assemblée antifasciste à Rennes pour mobiliser pour dimanche et contre la loi Darmanin. Depuis 3 jours, là c'est le 3e jour, ça peut paraître anecdotique, je pense qu'il y a bien plus de choses que ça, mais c'est pour donner un petit peu l'ambiance, etc. Il y a des AED, tous les AED dans un lycée de Charenton, dans le 94, qui sont en grève depuis 3 jours contre la loi Darmanin. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai un gamin, j'ai reçu sur le truc des parents d'élèves de l'école où est mon gamin, le fait qu'ils sont en train de s'organiser avec les enseignants pour mettre une banderole contre la loi Darmanin. Il y a un mot d'ordre qui circule dans les lycées en ce moment pour mettre des banderoles contre la loi Darmanin. Il y a une assemblée lycéenne à Paris vendredi soir contre la loi Darmanin pour organiser les lycéens, les lycéennes. On sait très bien le rôle que ça peut jouer si se développe ce qu'avait commencé après le 19 décembre, des blocages de lycées, etc. On a des contacts à la marche des solidarités dans plusieurs hôpitaux à Paris et à Saint-Denis. Ils sont en train de se mettre en contact, les personnels des uns et des autres, pour s'organiser, pour mobiliser contre la loi Darmanin. Voilà, le 14, l'ampleur des manifestations 14, le nombre de forces qui rejoindront ça, ce qui se construit pour mobiliser, c'est pas la fin de l'histoire. C'est déterminant l'ampleur du 14 pour faire qu'il y ait des suites et que se développe cette vague de fond, à la fois pour le retrait total de la loi Darmanin et pour créer un mouvement qui aille encore plus loin que ça,
pour la régularisation des grévistes de Chronopost qui sont en grève depuis 2 ans et qui sont toujours pas régularisés, pour les grévistes qui ont fait grève le 17 octobre, que ce soit au chantier de l'Arena ou sur les piquets de la CGT, pour qu'ils soient régularisés, pour les grévistes d'Emmaüs qui sont en ce moment en train de se battre depuis des mois pour obtenir leur régularisation, et bien plus que ça, pour barrer la route aux fascistes, pour barrer la route au climat qui se développe en ce moment de racisme, raciste et sécuritaire. Et juste fini, Attal vient d'être nommé. Souvenons-nous, Attal à la rentrée, c'était quoi en tant que ministre de l'Éducation? Sa priorité, c'était d'humilier des jeunes femmes musulmanes en leur demandant de retirer la baya. Voilà le type de gouvernance, c'est toujours la même ligne et qui ouvre la voie au fascisme. Merci Denis. Je laisse la parole maintenant à Aboulaye, des Gilets Noirs. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on lance une conférence de presse pour faire un appel le 14 pour dire non à ces lois qui criminalisent, qui divisent les Français, à ces lois qui mettent tout le monde en danger, y compris les travailleurs et toutes les classes ouvrières. Aujourd'hui, on s'est réunis pour demander à des associations, des collectifs différents, pour dire que les 14, on sera dans la rue, que le début, et ce n'est pas la fin, comme ils ont dit les camarades. Et moi, je vais parler un peu sur le volet immigration totale, parce que les familles immigrées et les personnes en situation irrégulière, ce sont des personnes qui sont stigmatisées par la loi et qui divisent totalement toutes les classes, en commençant par les travailleurs, parce qu'il faut savoir derrière, ce ne sont pas des immigrés qui sont visés, mais d'abord, d'une premier temps, c'est un peu politique de commencer par le plus bas et arriver derrière. En vrai dire, c'est tous les Français et Françaises et les immigrés, c'est la cohésion sociale et le vivre ensemble qui est en danger. Aujourd'hui, le racisme, on n'en parle pas comme les camarades et on subit déjà beaucoup sur ce volet-là. Et il est temps de montrer que les côtés politiques qui est devant, qui diabolisent, que les boucs émissaires des immigrés sont des problèmes des Français, alors que les vrais problèmes et les réels problèmes sont là. On ne fait pas face et on essaie vraiment de passer par des étapes les plus bas pour commencer. Les travailleurs en situation irrégulière, je ne veux pas en parler, les camarades, ils doivent parler des métiers en tension, ce que ça veut dire, et d'autres volets, y compris des étudiants, aussi des étrangers qui sont sur le sol. Ça menace tout le monde et ce n'est pas que la loi immigration. On dit tout simplement c'est la loi qui criminalise l'ensemble des peuples français et l'ensemble des étrangers. Merci beaucoup. Est-ce que les camarades de l'Arbois peuvent intervenir maintenant? Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, très bien, parfait. Donc, en Arbois, dans le Jura, on organise un rassemblement à partir de 11h30 en parallèle de 2 autres rassemblements. Le Jura est bien mobilisé, hein, à Lons-le-Saunier, notre préfecture à 10h, et à Dole, notre capitale économique, à 11h. Donc, les campagnes sont bien mobilisées, hein, à l'image donc de notre département. Alors, nous, le Jura, on est une terre de solidarité, de coopération, hein, une terre d'utopie, hein, où on a des gens comme Pasteur, comme Victor Hugo, comme Proudhon, comme Courbet, qui ont défendu les valeurs de liberté, d'égalité. Donc, cette loi Asile et Immigration, on ne peut pas la laisser passer. Notre histoire nous ordonne de devoir réagir à tout ça. Dans notre département, un contexte très particulier où on a notre président du département qui a décidé unilatéralement de refuser l'accueil de nouveaux mineurs non accompagnés qui sont issus pour l'essentiel de l'immigration. Le préfet qui parle de crise migratoire, nos 3 députés, dont une de la minorité présidentielle, qui ont voté la loi. Dans notre département, on n'est absolument pas du tout submergé par ces problématiques-là. On a les moyens de pouvoir accueillir les gens qui en ont besoin. Donc, on veut montrer à tous nos élus qui défendent cette politique
migratoire absolument indigne, que les Jurassiens sont mobilisés, les campagnes sont mobilisées et qu'on ne laissera pas passer cette loi. On compte sur le Conseil constitutionnel pour qu'il joue son rôle de censeur. On espère que ça aboutira. Il faut mettre la pression sur nos sages, comme on les appelle. Mobilisons-nous le 14 janvier. Comme il a été dit, c'est que le début. Nous, on a réussi déjà à mobiliser entre Noël et Nouvel An le 28. On avait plus d'une centaine de personnes en Arbois. On va continuer la lutte tant que cette loi ne sera pas retirée. Merci. Et on va demander aux camarades de Rennes si vous voulez bien intervenir. Oui, bonjour. Patrick Vienner, alias Angela, je représente l'interorganisation donc de soutien aux personnes exilées sur Rennes. Nous organisons donc, comme il a été dit, une manifestation dimanche. Elle commencera à 15 heures, place de la République. C'est une manifestation déclarée. Ça a été une longue discussion, mais à partir du moment où on sait qu'il y aura la participation de nombreux exilés, et nous avons préféré cette option. Bon, dans le cadre rennais, j'ai pas forcément celui sur l'ensemble de la région, mais il y aura d'autres mobilisations. La problématique, elle est ancienne, bien sûr, de nombreuses années. On est sur une terre d'accueil, on est sur une terre d'ailleurs aussi de migration dans les deux sens, c'est bien connu. Sont concernés, y compris les Bretons qui ont pu aller dans la région parisienne ou dans le monde entier à une époque. Et donc je pense que ça a une influence. Et donc nous pensons que la mobilisation, nous espérons que la mobilisation sera aussi importante que celle qu'il y a eu le 20, donc le lendemain du vote de la loi scélérate qui vient de sortir, et que les slogans qui vont être proposés sont ceux du retrait de la loi, les histoires de divulgation, les histoires de conseil constitutionnel nous paraissent secondaires. Nous pensons que le plus important, c'est d'arriver à un retrait de cette loi. Tout a été dit, je crois, jusque-là sur cette loi, on ne va pas s'étendre là-dessus. Ce qu'on peut dire quand même sur Rennes, c'est que, comme dans plein d'autres villes, effectivement, il y a plus d'un millier d'exilés qui sont logés soit difficilement et temporairement par le 115. Par contre, la mairie de Rennes, elle, en loge environ un millier déjà. Par contre, il en reste quand même entre 60 et 150 dans les rues, dont une soixantaine qui sont dans un hangar dans des conditions absolument insupportables. Le tribunal administratif vient d'être sollicité par la mairie de Rennes pour l'évacuer ce matin. J'y ai assisté. On aura la réponse dans environ c'est 48 heures, enfin lundi prochain. Mais enfin, c'est pour dire que la situation est catastrophique. Quand nous avons un nouveau préfet qui a été élu, enfin qui a été, nommé au mois d'octobre, la première chose qu'il a fait, on avait un camping au Gailleul, donc dans un camping, dans un parc. C'est de assigner à résidence les gens qui avaient été répertoriés, enfin, etc. Tout ça, c'est des histoires qui existent partout pareil. Donc voilà la situation catastrophique. Nous pensons qu'il faut effectivement insister sur la problématique du racisme et de la solidarité. Nous espérons que la mobilisation va permettre de montrer que le peuple français est solidaire des exilés du monde entier, et sans parler de tout ce qui se passe sur le plan international, en tout cas sur Rennes également.
l'AFPS, l'association donc France-Palestine Solidarité, participera à la manifestation du 14 dans laquelle elle aura une place particulière avec des slogans communs. À signaler aussi quand même que le site web de l'AFPS a été attaqué par une attaque de hacker et donc ne fonctionne plus. Voilà dans quel pays nous sommes. Et enfin, nous pensons appeler quand même à la manifestation du 21 pour laquelle il n'a pas été question là jusque-là, en espérant pouvoir faire bouger les lignes à ce niveau-là, et en particulier, justement, comme je le disais au départ, essayer de faire que les revendications soient un peu plus radicales, même si l'espoir que nous avons de cette autre manifestation, qu'elle soit plus large et qu'elle fasse que l'ensemble de la population française se rende compte de la gravité de cette nouvelle loi qui remet en question tous les principes humanitaires de la France. Merci bien. Merci. Alors, je vais intervenir à mon tour et puis ensuite, on terminera avec Aurélie Trouvé. Donc, cette loi, il faut bien voir qu'elle s'inscrit dans la continuité de toutes les politiques migratoires qui ont été menées par les gouvernements successifs depuis 40 ans. Ceci étant dit, dans la continuité aussi alors, des lois répressives, des lois utilitaristes qui ont une vision de l'immigration qui n'est une vision que de l'accueil des personnes dont l'économie aurait besoin et de limiter au maximum l'accès à l'asile. Mais cette loi, elle prend un accent, une accentuation très grave sur les questions de xénophobie et de racisme, comme ça a pu être dit, avec cette notion de préférence nationale qui clairement est une idée d'extrême droite qui maintenant s'est répandue, élargie et se retrouve dans la loi. Cette loi, elle attaque l'ensemble des droits de l'ensemble des personnes étrangères, avec ou sans papier, y compris de personnes qui ont la nationalité française aujourd'hui, qui ont acquis la nationalité française, qui risqueraient de la perdre, sur simple décision préfectorale, sans passer devant aucun tribunal, sans aucune accusation, sans aucun jugement. Voilà. Donc ça, c'est quand même cette attaque des droits de l'ensemble des personnes étrangères qui vivent sur le territoire ou qui sont immigrées et qui sont devenues françaises. C'est absolument désastreux, catastrophique, dangereux. Voilà, pour toute la jeunesse aussi, qui est née, qui a grandi ou qui est arrivée, qui arrive encore dans ce pays et qui, du coup, ne vont plus avoir accès aux mêmes droits, ne vont plus avoir accès aux mêmes aides, vont vivre encore plus de discrimination, encore plus parce qu'évidemment, aujourd'hui, la situation est déjà catastrophique quand on sait l'engorgement des préfectures, toutes la dématérialisation qui empêche les gens de pouvoir être régularisés. Avec cette loi, la situation va encore s'aggraver. Et malheureusement, c'est des familles qui vont davantage de familles qui vont se retrouver à la rue, puisqu'on en est déjà là, et qui vont perdre leur logement, qui vont perdre leur travail, qui vont vivre dans encore plus de précarité. Donc, nous, ce qu'on défend évidemment à travers la demande de retrait de cette loi, c'est aussi d'aller au-delà du retrait de cette loi. C'est aussi une politique migratoire d'accueil, de solidarité, comme ça a pu dit dans de nombreux territoires. Beaucoup d'associations, d'organisations font un travail d'accueil, d'accompagnement, d'aide, d'accès aux droits pour l'ensemble des personnes étrangères dans le pays. Et nous continuerons à combattre ce racisme qui est permanent, qui est quotidien. Nous continuerons à combattre ces politiques répressives, puisque non seulement les personnes vont perdre des droits, mais l'augmentation de la répression, des arrestations, l'augmentation des places en centre de rétention, la volonté d'expulser toujours plus de personnes nous fait honte. Et donc, dans le cadre unitaire, c'est aussi tout ça que nous combattons et cette démarche d'accueil, de solidarité et de soutien aux luttes, puisque ça a été mentionné, mais plusieurs luttes ont eu lieu et sont en cours aujourd'hui pour la régularisation
des sans-papiers, notamment donc les travailleurs de Chronopost et DPD, mais aussi d'Emmaüs dans le Nord, et évidemment un grand nombre de luttes qui sont menées, on l'a entendu par exemple à Rennes sur la question du logement, mais aussi à Lyon et dans de nombreux endroits, pour que les familles, que les personnes ne dorment pas à la rue. Donc on va continuer à ce combat. Dans un premier temps pour le retrait de la loi, nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait que le Conseil constitutionnel retoque ou non cette loi, puisque de toute façon c'est l'ensemble de la loi que nous rejetons, et le combat se poursuivra bien évidemment pour changer littéralement l'esprit même de la loi contre le racisme, contre la xénophobie, pour l'accueil et la solidarité. Merci. Et du coup, Aurélie Trouvé de la France Insoumise. Donc, Aurélie Trouvé, donc députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On parle de Seine-Saint-Denis, évidemment. On est encore plus peut-être confronté à cette loi qu'on peut désormais appeler la loi Darmanin-Le Pen. En tout cas, c'est telle que nous, on qualifie à la France Insoumise. Bon, je rappelle que la France Insoumise, avec le reste de la NUPES, on s'est battu contre la loi Darmanin-Le Pen depuis le début, parce qu'en fait, depuis le début, on considère que c'est une loi raciste et xénophobe, et que c'est finalement aussi une loi qui a été votée avec les idées et les voix de l'extrême droite. Voilà, donc maintenant, pour nous, il s'agit de compter sur les mobilisations de la rue, dont on fait partie, parce que pour nous, les mouvements sociaux et que par aussi une unité populaire dans la rue, eh bien, agissent aussi, peuvent agir et peuvent permettre de dégager cette loi, qui pour nous ça a été dit tout à l'heure, est un séisme politique, est une rupture dans l'histoire de la République, tout simplement parce que ça remet en cause des valeurs fondamentales de la République que sont l'égalité et la fraternité, mais aussi des principes qui sont valables depuis certains depuis 1789. Je pense au droit du sol, le fait que quand on est en France, on est né en France, eh bien on est automatiquement français. Par exemple, ça est remis en cause par la loi. Et puis aussi parce que finalement, ça discrimine et ça stigmatise, ça a été dit, 5,3 millions de gens dans ce pays étranger. Et puis aussi parce que c'est une loi absolument injuste et cruelle. C'est-à-dire qu'on demande, on va enlever, on empêche des gens d'accéder par exemple aux aides au logement alors même qu'ils consomment en France, qu'ils travaillent en France, pour certains en tout cas, qu'ils cotisent par exemple pour les retraites de tout le monde et qu'ils versent des impôts. Donc en gros, on a une situation qui est juste hallucinante, d'une cruauté sans pareil. Et pour nous aussi, c'est finalement le signe du déclin de la France, parce qu'en fait, la France et son histoire sont faites de migration et de la richesse des migrations. Et je le rappelle, pour nous, les migrations sont une richesse culturelle, économique, sociale. Et qu'il y a aujourd'hui une petite musique et même une grande musique qui est faite depuis maintenant des mois et des mois, qui vise à dire que tous les maux de ce pays seraient liés aux migrants, aux étrangers, etc. Donc, ce qui évidemment alimente par ailleurs les idées de l'extrême droite. Donc, ça fait le nid évidemment de l'extrême droite et du fascisme en France, tout simplement. Donc, on en est là. Et donc, pour nous, il est essentiel. Alors, je passe aussi, ça n'a pas été dit, mais par exemple, la question, moi qui étais prof pendant 20 ans dans l'enseignement supérieur, je peux vous dire que ce qui est fait sur les étudiants étrangers, quand on parle de déclin de la France, je veux dire, on y est complètement. Il faut savoir quand même que ça va faire fuir tout simplement les étudiants étrangers, alors même que personne ne remet en cause le fait que les étudiants étrangers font au contraire partie la richesse d'un pays. Pire, on dit aux étudiants étrangers qu'on forme, si vous dégagez pas du pays juste après vos études, on vous enlève la caution que vous avez versée. Enfin, on est où, quoi? Enfin, on a une loi qui est complètement je sais pas comment dire, mais immonde et surtout qui est le signe en tout cas qui est une loi du déclin de la France. Donc en fait, pour finir, nous on appelle à se battre surtout tous ensemble et en premier lieu aux côtés des premiers et premières concernés. Voilà la raison pour laquelle il nous semble essentiel, essentiel d'être présent, de participer pleinement à la manifestation de ce 14 janvier et dès le 14 janvier, parce que d'abord pour nous, le collectif uni contre l'immigration jetable est un collectif essentiel de lutte pour les droits des
des migrants et pour les droits de tout le monde d'ailleurs. Et donc, nous appelons à être le plus nombreux possible, évidemment, ce dimanche, avec toutes et tous et dans toutes les villes de France. Merci. On ouvre peut-être une petite session de questions, s'il y en a. Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi au moins 2 journalistes en visio. Donc, on vous écoute. Ouais. Une première question sur justement le distinguo entre la manif du 14 et du 21. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu? Pour commencer, la manif du 14 est appelée par l'ensemble des collectifs des sans-papiers, que ce soit région parisienne ou nationale. Le texte d'appel a été signé, comme Denis l'a dit, par plus de 460 personnes. Cette manifestation, on avait eu une première réunion le 22 décembre pour l'organiser. On était tous partis sur cette base-là. Mais qu'à la dernière minute, il y a certains qui appellent au 21. Si c'est pour le même objectif, si ça peut aider à pousser la loi, pourquoi pas. Mais nous, on appelle au 14. Et s'il faut appeler au 21, on verra. Mais pour l'instant, il faut appeler au 14 et après les 14. Peut-être pour compléter sur l'appel au 14, hein, c'est pour nous la date à construire aujourd'hui, et une nouvelle réunion aura lieu le 16 de ce cadre unitaire pour décider des suites, parce qu'on sait bien que évidemment le 14 doit être massif et le plus réussi possible, et qu'il faudra ensuite continuer la lutte, et donc on envisagera les suites à la réunion du 16 janvier. Vous avez parlé d'assistants d'éducation en vrai, ça, hein, à Charenton. Oui. C'est-à-dire en fait, c'est 3 AED, c'est ça Non, c'est tous les AED, je crois qu'ils sont une vingtaine sur le. Je sais plus si c'est un collège ou un. Je connais pas assez. C'est un collège. Ça fait 3 jours qu'ils se sont mis en grève pour 3 jours contre la loi Darmanin. Alors après, je le dis en forme, ça peut paraître très isolé, mais notamment dans le secteur de l'éducation, toutes les remontées qu'on a, c'est que ça va bouger, ça bouge, ça se discute, etc. Donc, y compris des éléments comme ça, c'est des initiatives, etc., mais qui reflètent, c'est pour ça que je donnais les autres exemples, qui reflètent quelque chose qui est beaucoup plus général. C'est d'ailleurs très intéressant que ça commence, parce que il y a plein de secteurs. Cette loi, en fait, elle touche à plein de secteurs de manière différente, etc. Mais je sais que, par exemple, le lycée Voltaire, dès la rentrée, là, il l'avait fait juste avant, mais dès la rentrée, les enseignants se sont mis devant le lycée avec une banderole en disant pour nous, il n'y a pas des bons élèves et des mauvais élèves. Tous les élèves doivent être accueillis, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, que leurs parents soient sans papier, ou etc. Donc là, il y a un truc qui est en train de se passer dans le domaine de l'éducation. Je disais, ça se passe aussi. Il y a eu la question de l'AME. Ça se passe sur la question dans les hôpitaux. Ça se passe, vous l'avez vu, dans la culture. Mais ça peut s'étendre largement, et on a besoin de ce type de mobilisation. C'est pour ça que l'ampleur du 14, c'est juste une dynamique qui donne de la confiance et du courage pour multiplier les initiatives dans tous les secteurs après le 14. Pour compléter, c'est donc le collège s'appelle la Cerisée à Charenton, et donc ils ont écrit un communiqué de presse qui se trouve, je peux vous donner le lien, sur le site de Sud Éducation 94. Voilà, et donc c'est effectivement la quasi-totalité des AED qui se sont mis en grève lundi matin en opposition à la loi Asile et Immigration dans ce collège de Charenton. Et à Sono déjà Comment? Assistant d'éducation. Donc c'est la vie scolaire. Le générateur rouge là, il n'y aura pas besoin du coup. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte, en tout cas au niveau des personnes concernées en premier lieu, aussi les sans-papiers, de venir participer à cette manifestation, justement parce qu'ils sont stigmatisés, ils ne sont pas de papier? Est-ce qu'il n'y a pas ces sentiments-là? Est-ce que vous leur dites pour les rassurer et les inciter à venir nombreux, à ne pas avoir de directement? Alors, pour répondre à ces questions, c'est oui, ils ont peur, mais du moment où tu es en danger partout, que ce soit tu es à la maison ou pas, et il est important maintenant de sortir de ces peurs-là, de prouver le contraire de ce qu'on dit dans le média,
et de prouver aussi que l'une ne peut avoir ses droits sans se défendre. Donc, et je pense que les personnes concernées aujourd'hui, c'est ça qui a amené ces cadres unitaires de s'organiser, de se diviser de choses et de sortir massivement dans la rue pour dire qu'on est là, même si on est en danger et on est posé comme des problèmes, mais on n'est pas dangereux. On est là juste en tant qu'humain parce que c'est l'humanité qui nous a unis, parce que c'est l'histoire qui a permis que ces deux peuples se réunissent ensemble. Donc, ça permet de donner cette confiance-là qu'aujourd'hui, ils ont pris en eux pour organiser de certaines choses en passant en premier lieu. C'est quel média, s'il vous plaît? RFI. Pour compléter, la paire, elle est là toujours. Mais bien avant cette loi-là, c'est des règles arbitraires qui étaient sur place. On a entendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dire en 2022, méchants avec des méchants, gentils avec des gentils. Il n'y a pas de méchants. Les méchants, c'est les gouvernements. Ils arrêtent les travailleurs, les sans-papiers en partant au boulot, ils les arrêtent. Et ils l'amènent dans un commissariat, ils sortent avec des occupés. Et ces arrestations, c'est suite au contrôle au faciès ou des rafles dans les grandes gares. Donc la paire, elle est là. Mais ça va être de plus en plus pire avec cette loi. Donc, du moment où on appelle toutes les personnes concernées d'être massivement présentes avec ou sans papier, une fois qu'une manifestation est déclarée, nous ne sommes pas seuls. Il y a des associations, il y a des organisations syndicales, il y a des partis politiques avec nous. Nous ne sommes pas seuls, donc il ne peut pas y avoir des arrestations en pleine manifestation. La paire qui est là, c'est qu'il ne faut pas que cette loi passe. Parce qu'une fois qu'elle est déjà votée, mais si elle est promulguée, les sans-papiers sont en danger, mais même les personnes, y compris les personnes entre guillemets protégées, sont en danger. Et même les associations qui viennent en aide, en solidarité, en soutien aux personnes étrangères seront en danger. C'est ça qui est en question. D'autres questions peut-être en ligne? Si je peux intervenir. C'est Rennes. Oui, vas-y. Je réponds à cette question qui est effectivement importante et qui est à chaque fois discutée lors d'organisation de manifestations. En tout cas, sur Rennes, les migrants exilés et souvent ceux à la rue, directement concernés par la problématique, ont participé à pratiquement toutes les manifestations sur Rennes. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de problème particulier. De plus, les associations organisatrices font tout pour protéger les personnes qui seraient susceptibles d'être plus inquiétées que les autres. Et jusque-là, il n'y a jamais eu particulièrement de problème. Et surtout, il est très important que ces personnes participent à ces manifestations parce que c'est le signe que les premiers concernés veulent donner leur avis et participer aux manifestations et à l'expression du refus de l'évolution de la société française. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes avec combien de personnes pour ce dimanche dans les rues? Alors, sur les évaluations de chiffres, déjà, on les mais on espère en tout cas, enfin, ce qui permet d'évaluer le fait qu'il y aura du monde, c'est déjà qu'on a en très peu de temps plus de 30 manifestations qui sont organisées des plus grandes villes jusqu'aux plus petites villes. Donc ça, c'est quand même un signe important. C'est plus de 30 manifestations prévues pour le 14. Pour dimanche, oui. Ouais. Vous avez, on va vous donner un dossier avec la liste des celles qui sont pour le moment enregistrées, sachant qu'on est encore en train de la compléter. On sait qu'il y en a d'autres qui arrivent, qui sont en train d'être déposées. L'autre indicateur, évidemment, c'est les 450 signataires et la nature de ces signataires, qui sont beaucoup d'organisations très impliquées ou de personnes concernées, qui donc ne sont pas de simples signataires, mais on sait que ce sont des collectifs, des associations qui vont mobiliser, qui vont mettre du monde dans la rue. On peut voir aussi que, indépendamment des manifestations, ce qui a pu être dit, c'est toutes les réunions préparatoires, la création de collectifs dans énormément de villes dans lesquelles il n'y en avait pas jusque-là, qui sont en train de se développer et de s'organiser pour rejoindre les différentes manifestations déjà prévues.
Donc, on a quand même espoir que ce dimanche 14 et les quelques manifestations qui auront lieu vendredi et samedi dans certaines villes seront un succès. De là à donner des chiffres, c'est très compliqué, mais nous espérons que nous serons des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers dans toute la France. C'est quoi les dernières manifestations à laquelle vous vous référez éventuellement précédent, en fait, là, sur le la 18 journée. décembre. Le 18 décembre, qui a été sur la Journée internationale des migrants, qui a été un appel cette année contre la loi Darmanin. Déjà, il se trouve que c'était en plus la veille de la CNP et où on a eu quand même, pareil, une cinquantaine, il me semble, de manifestations dans toute la France avec des cortèges très nombreux de partout. Voilà, et c'était un lundi soir. Donc là, comme c'est un dimanche, on espère que ce sera encore plus large. Ça permet à des gens de pouvoir venir plus facilement, souvent le week-end. Je sais pas si d'autres veulent. Et du coup, juste sur les participants, même s'il y a la liste exhaustive ou presque là, quels sont les partis politiques qui appellent et quels sont les syndicats qui appellent? Alors, dans les organisations politiques, ouais. Je laisse répondre parce que j'ai pas forcément en tête. Reconnaissance, parti, France Insoumise, Parti de gauche, Les Verts, le NPA, Révolution permanente, Ensemble, La Nouvelle Donne aussi. Les écologistes. Les écolos, ouais, ELV. UCL, la liste. Le CR, UCL, PEPS. Oui, c'est les signataires. Vous avez un les signataires, chérie. Ouais. Et Les syndicats, c'est au niveau des organisations syndicales, donc il y a au niveau national Solidaire, la FSU, la CNT, la CNTSO, la Fédération syndicale étudiante, l'Union étudiante. Les principaux syndicats de jeunesse. Il y a les principaux syndicats de jeunesse. Voilà. L'Union syndicale lycéenne. Et l'Union syndicale lycéenne aussi. Il y a Émancipation, mais il y a la FSU aussi. Et après, il y a les déclinaisons de différentes organisations nationales. Et après, des fois, au niveau local, il y a aussi la Oui. Il y a des Sachant syndicats que locaux, il y a les MDA qui le font. si vous allez voir sur le site, c'est dans l'agenda de mobilisation de la CDP. Si je peux ajouter, Adrien à Arbois, je peux ajouter, nous, dans notre secteur, on a une communauté catholique qui est très présente aussi, qui est très active sur les questions des migrations. Donc, ce sont aussi une communauté qui est très active et qui souhaite participer aux manifestations dans le cadre de nos collectifs. Donc, qui montre un échiquier très large dans nos campagnes aussi. Fédération paysanne. Je vais rajouter quelque chose. Il y a la Confédération paysanne aussi. Et puis Attaque France dans les grosses organisations quand même. Non, je voulais juste redire que au-delà les chiffres qu'il y aura dans la rue dimanche ont beaucoup d'importance parce qu'on sait que c'est aussi ça qui donne confiance pour la suite, etc. La dynamique aussi qui s'exprime dans la mobilisation, elle est aussi très importante. Et le fait de brasser des secteurs très larges de la société, mais je pense qu'il y a des trucs qui sont en train de se développer dont on n'a pas connaissance. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que c'est comme ça aussi qu'un mouvement devient un mouvement de société. Nous, on parle de mouvement, on a besoin d'un mouvement de société. À la Marche des Solidarités, on dit ça depuis un moment. J'ai donné un exemple. Vendredi soir, il y a un match du Red Star, qui est un club à Saint-Ouen, etc. Je ne sais plus en quelle division ils sont, mais un club professionnel en tout cas. Les supporters du Red Star appellent à la manifestation de dimanche. Et je sais qu'au match qu'ils ont vendredi soir, non seulement il va y avoir des diffusions de tracts, ils attendent 4000 supporters, c'est pas un très gros club. Il va non seulement y avoir des diffusions de tracts pour la manif de dimanche, mais y compris des banderoles dans le stade, etc. C'est pareil que les AED, ça peut sembler des anecdotes, mais quand les anecdotes elles se multiplient dans différents secteurs,
alors moi, je pense que vous, journalistes, vous avez aussi un rôle à jouer à travers vos syndicats, à travers vos organisations, etc. Il faut qu'il y ait une mobilisation qui se développe dans tous les secteurs de la société pour dire, là, il y a un enjeu direct avec le retrait de la loi, mais encore une fois, quand Darmanin, il a présenté la loi devant le Sénat la dernière fois, il imposait les choses de façon très claire. Il a dit, c'est un enjeu de société. Cette société-là, c'est celle dont on ne veut pas. C'est celle qui dit que le problème, c'est l'immigration. Tout le monde sait que l'immigration n'est pas un problème. Et que commencer à le dire un petit peu, ça ouvre la voie à toujours plus. Là, les réels possibles vainqueurs de cette séquence-là, c'est les fascistes, c'est le Rassemblement national, etc. Parce que ce sera jamais assez à partir du moment où on accepte un tout petit peu que l'immigration peut être un problème. Ce sera jamais assez. Et encore une fois, là, c'est vraiment un sujet, un objectif de société, quoi. Je reviens sur la différence entre le 14 et le 21, où j'imagine qu'il y a des différences de fond. Vous l'avez évoqué dans votre première prise de parole. Est-ce que quand même on peut faire un point là-dessus? C'est vous ou M. Dren qui parlait de la question des revendications radicales, enfin pas assez radicales, ou qui devraient être plus radicales. Il y a un sujet là-dessus peut-être qu'on peut aborder? Mais il suffit enfin, vous avez dans la chemise l'appel pour le 14. Je pense que vous n'aurez pas de problème pour procurer l'appel des 201 personnalités. Vous pouvez comparer facilement les deux appels. Il y a une différence de fond. Il y a deux différences de fond pour moi. La première différence de fond, c'est que le premier appel du 14 est porté par des collectifs de sans-papiers. C'est eux qui l'ont initié. Et il défend la régularisation des luttes, régularisation des sans-papiers, alors que le deuxième appel appelle simplement au retrait de la loi et à la situation antérieure. La deuxième chose, en fait, c'est ça, c'est le fait d'appeler à la situation antérieure. Sans dire que la honte date pas de la loi, la honte date d'avant. Les camarades qui se font arrêter, Boubacar a parlé de ceux qui sont à la sortie en allant au travail, un policier qui les arrête. Évidemment, ils arrêtent des gens qui sont au travail. C'est pas les méchants ou les délinquants. Quelqu'un à 7 heures du matin, et en fait, ils lui pourrissent la vie exprès. Et quand le camarade dit que la France est championne d'Europe des OQTF, mais c'est 2 fois plus, au moins, que l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, c'est bien au-delà. Donc c'est une politique qui s'accentue avec cette loi et qui existe avant. Donc l'intérêt de la mobilisation, c'est pas simplement de revenir sur la loi, qu'elle disparaisse, c'est y compris de faire que les personnes concernées, et dans les personnes concernées, c'est bien au-delà maintenant que les sans-papiers, qui continuent et qui aillent, y compris pour la régularisation des sans-papiers, et qui remettre en cause toutes les choses qui ont été avancées ces temps-ci, de ces dernières années, ces 30 dernières années. Je peux me permettre très, très rapidement. Je crois que le deuxième appel ne demande pas le retrait de la loi. Il demande la non-promulgation de la loi, qui est différent quand même. Deuxième différence de fond. Le texte d'appel initié par les collectifs des sans-papiers avec des organisations. Nous jugeons cette loi comme une loi raciste. C'est pas parce que nous le disons seulement, mais c'est une loi raciste. Et le deuxième texte d'appel dit qu'elle ne dit pas que cette loi elle est raciste. Donc nous, à notre avis, il répond pas. Il répond pas à cette loi-là. Cette loi, elle est raciste. Et pourquoi elle est raciste? Parce qu'elle est basée sur une motion menace à l'ordre public. Menace à l'ordre public pour les personnes étrangères n'est pas le même pour les personnes françaises. Pour les personnes étrangères, il suffit juste de traverser la rue en dehors des passages publics. Vous êtes tout de suite considéré comme une menace à l'ordre public.
Donc, c'est une loi raciste. Une loi qui dit étranger est égal à délinquant. Si quelqu'un commet un crime ou un délit ou une contravention, les responsables, c'est la personne. L'étendre à toute sa race, à toute une communauté, ça s'appelle une discrimination. Donc, c'est pour ça, c'est ça quelques différences entre les deux appels. Donc, il y a certaines organisations qui ne disent pas que le racisme d'État, ça n'existe pas. Bien évidemment, ça existe. Ça existe, il y a toutes des règles hypocrites qu'ils les mettent en place, ils les savent. On demande des feuilles de paie à des gens qui n'ont pas l'autorisation de travailler. Et c'est une loi qui elle-même, c'est basé sur les mensonges en plus. Ils disent que c'est fait pour protéger les Françaises et Français. On protège les Français et Françaises de quoi? Des gens qui les aident dans leur quotidien, en gardant leur môme quand ils sont au boulot, en vidant leurs poubelles, en traitant leurs commandes, en construisant leurs bâtiments. On protège les Français contre ces gens-là. Ça, c'est pas protéger les Français, c'est faire la guerre aux Français. Et en supprimant les allocations, les prestations sociales, est-ce que ça va augmenter les SMIC? Est-ce que ça va baisser les prix des packs de l'eau ou des packs de lait dans les magasins? C'est pas vrai. Cette loi, elle est basée sur un fantasme de l'extrême droite. Donc, nous, la jugeons raciste et discriminatoire. Merci. Oui, tu voulais intervenir, qu'après on va s'arrêter là. Non, mais c'est politique. C'est un secret de polichinelle que dans la lutte contre la loi et sur toutes ces questions-là, bah forcément, hein, il y a des divergences, il y a des positions différentes, etc. Je pense qu'y compris le fait que vous posiez la question, ce qui est tout à fait légitime, hein, c'est justement ce qu'on a essayé avec les initiateurs et les initiatrices de l'appel des 201, d'éviter, c'est-à-dire de dire forcément en posant la manière dont vous avez fait, la manière dont vous faites, et en posant une manifestation, en l'annonçant juste avant le 14, vous allez favoriser le fait de dire c'est des trucs qui s'opposent, c'est des initiatives qui sont concurrentes, etc. Au moment où on a besoin que tout le monde soit ensemble. Donc ça, c'est la critique principale. Honnêtement, nous, au niveau de la marche des solidarités, c'est la critique principale qu'on a, et des divergences de fond, il y en a bien sûr, mais c'est la critique principale qu'on a avec l'appel des 201. Maintenant, c'est comme ça existe. La priorité, et on le redit et on l'a redit à tous les signataires de l'appel des 201, de toute façon, l'avenir du mouvement, toutes les possibilités pour la suite, elles dépendent de la construction du 14. Ce ne sera pas la fin, mais elles dépendent du succès du 14. Nous, on se réjouit qu'il y ait y compris des organisations, notamment des organisations syndicales, qui n'avaient pas signé l'appel avant que sorte l'appel des 201, qui dans les jours suivants ont aussi signé l'appel pour le 14. Et on appelle tout le monde à construire le plus possible le 14. Sur la suite, il y aura besoin de faire converger tout le monde, mais comme ça a été dit, pas sur n'importe quoi. Pas sur n'importe quoi. Il y aura besoin de faire converger tout le monde sur le fait de se battre ensemble pour le retrait total de la loi Darmanin et pour la lutte. Comment est-ce qu'on peut réussir à forger l'unité sans les collectifs de sans-papiers, sans les associations issues de l'immigration, sans les premières concernées, tout le monde ensemble. Donc voilà, ce sera ça la suite. Et comme ça a été dit, nous, notre priorité, c'est faire réussir le 14 pour pouvoir avoir un avenir à ce mouvement-là. Après le 14, on va se réunir, on voit ce qu'on propose pour la suite. Oui. Comme d'habitude, vendredi 12, il y aura une mobilisation à la place de la République, comme ça se faisait pour les... Vendredi 12, c'est réunion publique. Il y a aussi manifestation. Honnêtement, pour la manif du CSP. Tous les vendredis, le CSP 75 fait une manifestation. Je pense qu'il n'y a pas de manif cette semaine. Non, il n'y a pas de manif. Non, je pense Il n'y a pas de manif cette fois-ci? Réunion publique, c'est ça? Oui, tu parles de la République à Saint-Ouen. Vendredi, il y a le manif. Elle est dans Vendredi, il y a le manif. Et aussi, il y a une réunion publique. Oui. Monsieur? De la 775? La CSP 75 se réunit toutes les semaines depuis des années et des années, à partir de 15h30 à la place de la République. Parfois, la CSP 75 part en manifestation. Parfois, du coup, c'est l'occasion de fédérer aussi différents collectifs de sans-papiers. Nous, la marche des solidarités, du coup, on appelle aussi. C'était le cas la semaine dernière. Ça avait été le cas 15 jours auparavant. Généralement, au niveau de la CSP 75, quand il y a des mobilisations très importantes le week-end, du coup, le rassemblement place de la République devient juste un rassemblement pour permettre que les membres de la CSP 75 se voient, s'organisent, etc.
Je pense que pour ce Mais là, vous vendredi, c'est parlez ce qui est de prévu. Saint-Ouen aussi, c'est ça? Et donc à Saint-Ouen, il y a effectivement une réunion publique à 19h à main-d'œuvre, vendredi, 9h. De la CSP 75. Non, c'est une réunion publique plus large. Une réunion publique organisée par Révolution Permanente, CSP 75, et aussi CSPM et Gilet Nord. C'est la première. Que Samy Aboubacar fait aux rencontres. Oui, avec Eric Coquerel. Bon, ouais. Qui est Samy? 17h, c'est à Saint-Denis. Qui fait le secrétariat? Oh, merci, oui. Si politique, ça avait des Oui, questions. et 17h, c'est de 10h à 19h et nous on sera là de 17h à 19h à Saint-Denis, l'espace et lumière. Rencontre nationale des quartiers populaires. C'est organisé par qui? Par Eric Coquerel. Oui, c'est ça. Épinay-sur-Seine. Oui, c'est Épinay-sur-Seine. Voilà, mais écoutez, si. Ouais, pour terminer, nous, on demande le respect de la loi. Ils vont nous dire qu'est-ce que vous voulez. On demande l'égalité de droit. Papier pour tous, travail pour tous, logement pour tous. Pour régulariser les gens qui sont déjà sur le territoire, il n'y a pas besoin d'une énième loi. Terminé. Merci. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et puis, à samedi ou dimanche, dans la rue, partout où c'est possible. Ouais. Et bravo. Au revoir. Au revoir. Ah, oui, dans ce moment, le programme.